Salam alaikum, bonsoir, Azul Filaoun, bienvenue sur Microscope de ce soir. Nous allons revenir avec nos invités ce soir à cette loi criminalisant le colonialisme français 1830-1962. L'Algérie a adopté en décembre 2025 un projet de loi à l'Assemblée populaire nationale, APN, visant à criminaliser la colonisation française 1830-1962. Qualifiant ces actes de crimes d'État imprescriptibles et réclamant initialement excuses, reconnaissance, réparation à la France. Le texte, composé de 27 articles, punit l'apologie du colonialisme de 5 à 10 ans de prison pour les Algériens, les atteintes aux symboles de la résistance et liste des crimes comme les essais nucléaires, torture ou pillage. Il est examiné depuis janvier 2026 par le Conseil de la Nation, le Sénat algérien, avec un vote en plénière prévu autour du 22 janvier. Donc, il est actuellement en pleine discussion. Le Sénat, par contre, prépare des amendements majeurs pour supprimer les demandes explicites d'excuses et d'indemnisation, jugées non conformes à la position officielle du président Tebboune, qui priorise une reconnaissance explicite des crimes coloniaux sans lien à des compensations financières. Cette révision vise à aligner le texte sur les objectifs souverains de l'Algérie, comme la décontamination des sites nucléaires français sans paiement. Dans le contexte diplomatique, on rappelle quand même, il faut rappeler que la France a qualifié l'initiative d'hostile, exacerbant les tensions bilatérales depuis 2024. Voilà, donc nous allons parler de cette loi, pénalisant donc ou criminalisant la colonisation française en Algérie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gamal Abina, analyste politique. Gamal, bonsoir, marhaba bik. Gamal Abina, bonsoir, marhaba bik. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Merci Gamal, bienvenue. Nous allons être rejoints dans un moment par Belaïd Jamil, militant politique, qui sera avec moi ici sur le plateau. Gamal Abina, peut-être une première réaction parce que vous ne vous êtes pas encore exprimé sur ce plateau par rapport à cette loi de criminalisation de la colonisation française. Beaucoup d'encre a coulé, beaucoup de commentaires d'ici et là-bas d'ailleurs. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi cette loi, avant d'arriver justement à ce rétro-pédalage. Alors, c'est une loi qui est l'émanation du Conseil de la Nation, des députés de la Nation, l'Assemblée nationale populaire, et qui veut accélérer le processus de reconnaissance et de criminalisation. C'est une loi qui ne concerne pas que l'Algérie d'ailleurs. Il faut rappeler qu'il y a une dimension africaine dans cette loi, puisqu'on veut rappeler effectivement les méfaits du colonialisme en Afrique en général et en Algérie en particulier. Je pense que c'est une loi qui est destinée effectivement à bousculer un peu le cocotier, parce que depuis 64 ans maintenant, la France coloniale refuse toujours de faire le minimum syndical qui est la reconnaissance des crimes coloniaux. Je crois que c'est pas négociable. Pire encore, il y a 20 ans, c'est pour ça que c'est amusant cet écho, il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans maintenant, les Français, du temps de Chirac, son Parlement, donc pour le mettre en difficulté, a tenté de voter une loi sur les rôles positifs de la colonisation, comme s'il y avait le moindre rôle positif à la barbarie coloniale, au vol, spoliation, viol, dégradation économique, destruction culturelle, acculturation et réduction d'un peuple à l'état de la misère noire qu'a connu l'Algérie. Donc ils ont tenté à l'époque, la droite, de faire une loi pour prétendre qu'il y ait eu un rôle positif. Cette loi a été évidemment écartée. Oui, c'était la fameuse loi des bienfaits de la colonisation. C'est ça, le rôle positif, pour être très précis. Oui. Et donc, ce rôle positif n'a jamais existé, on le sait, n'importe quel historien sérieux le sait, mais je pense que c'est un peu une façon amusante, finalement, de la réponse du berger à la bergère, parce qu'il y a 21 ans, les Français ont tenté un truc abject, et qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le Parlement qui doit faire les lois sur l'histoire. Ce Parlement ne peut pas le faire, mais ça a été fait en France. On se souvient de la loi Guesso-Fabius qui interdit le négationnisme dans les crimes de guerre, surtout par rapport à la question de l'Holocauste. Donc cette loi
loi a été votée, maintenant elle a force de loi. Et si quelqu'un en France dit qu'il n'y a pas eu 1 million ou 6 millions de juifs tués, par exemple, je dis 1 million parce qu'il y a une polémique qui vient de sortir, à Auschwitz en l'occurrence, si quelqu'un conteste ce crime contre l'humanité, eh bien il est passible de poursuite et de prison, avec une amende. Eh bien l'Algérie, c'est un peu la même chose. Quand les Algériens font une loi où ils étudient la possibilité, pour ceux qui nient le rôle négatif de la colonisation et surtout pour ceux qui font l'apologie de la colonisation, il y a des fous, hein, ça existe malheureusement, eh bien une loi va tomber, elle rappelle vraiment celle de la loi Guesso-Fabius. Donc il faut vraiment comprendre que cette loi-là arrive, mais un peu à contre-courant de ce Même que le si, président dit. Gamel, même si elle arrive du Parlement, justement, parce que vous n'êtes pas d'accord qu'elle vienne du Parlement Ah, ici en France, mais là-bas, c'est permis, c'est c'est pas ce que j'ai bien. dit. C'est pas ce que je dis, moi, que les historiens, je parle pas de moi, ma position c'est autre Hmm. chose, je vous la donnerai. Les historiens considèrent que c'est pas le Parlement, c'est pas le législateur à Oui. faire l'histoire. Ouais. Ça, c'est cohérent C'est comme ce que position. Benjamin Story a déclaré hier d'ailleurs à Alger. Il a dit que ce n'est pas normalement, on ne peut pas régler ce problème à travers une loi. C'est ça, mais j'ai bien dit que, effectivement, alors maintenant je donne ma position dans la seconde qui suit, les historiens considèrent cela, effectivement, ce que je comprends, c'est une position qui est cohérente, parce que finalement, ils marchent sur les plates-bandes des historiens, qu'ils soient d'ici ou de là-bas d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais à l'enterrement de Mohamed Harbi, c'est là où j'ai rencontré Benjamin Stora pour la seconde fois, puisqu'il était déjà à l'enterrement de Sabi Moumedjel. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Algérie, qui veut faire avancer les choses par la question de l'histoire et d'historiens qui seraient reconnus. Et donc je pense qu'effectivement, s'ils le font en Algérie, d'abord ça fait quoi cette fameuse loi inique qui a été tentée en 2005, je le dis, mais surtout, c'est une façon de dire réagissez enfin. Il y en a assez. Alors, évidemment, ça va en confrontation à ce que dit le président, qui a dit nous ne réclamons pas, et je le comprends parfaitement, des dédommagements, on n'est pas des mendiants, hein, c'est pas le problème. On veut deux choses la reconnaissance des crimes coloniaux, des excuses présentées et normalement présentées, ce que j'avais dit une fois en interpellant. Avec ça, De Villepin à Alger, je lui ai dit, vous devez présenter des excuses. À l'époque, il n'était pas d'accord, finalement, il est d'accord là-dessus. Là encore, Royal a dit il faut présenter les excuses. C'est le minimum syndical. Pourquoi il demande ça? À la fois les excuses et en même temps décontaminer le désert des essais nucléaires. Quatre bombes, c'est Gamal, l'horreur. Avant d'arriver au fond justement de la question, j'aimerais juste vous poser D'accord. une autre question. Hmm. Gamal Abina, cette loi, ce projet, cette idée de loi criminalisant, on l'a déjà vu auparavant en Algérie, plusieurs fois d'ailleurs, Oui. avec, Hmm. depuis Chadli, hein, depuis, même, certains parlent même depuis l'époque de Bob Dine, cette idée était là quand même présente. Aujourd'hui, on passe presque à l'action. Parce qu'après, on va parler justement de ce rétropédalage. Est-ce que cette loi va être finalement adoptée ou pas? Vous savez, Est-ce que... la problématique est française, hein. Elle n'est pas algérienne. Si les Français, alors ils utilisent beaucoup un terme assez sale d'ailleurs, ce Oui, que je conteste, ils vous disent tout le temps, c'est une rente mémorielle. mémoriel. Mais s'ils ne veulent pas de rente mémorielle, ces descendants de criminels, je parle des politiques évidemment, je ne parle pas du peuple, s'ils ne voulaient pas de rente mémorielle, eh bien, ils demanderaient pardon, il n'y aurait plus de rente à alimenter, il n'y aurait plus rien. Sauf que la rente est alimentée par les Français qui refusent de façon très arrogante de reconnaître effectivement qu'il y a eu des crimes coloniaux documentés. Il n'y a pas de surprise, je veux dire, c'est des millions de morts, c'est pas deux, trois morts. C'est des millions de morts, c'est des enfumages, c'est des massacres, c'est des disparitions, c'est des charniers partout en Algérie. C'est ça la réalité de la guerre coloniale algérienne. C'est des bombes atomiques, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont sauté dans plein désert et qui contaminent des gens aujourd'hui. C'est ça la colonisation. Et donc, refusent cela parce qu'ils veulent se présenter comme l'État qui serait immaculé, dans lequel il y aurait des droits de l'homme qui auraient été proclamés, ce qui est vrai d'ailleurs, dans la Révolution française, oubliant par là même qu'après il y a une dictature atroce qui va s'abattre sur l'Europe, qui est Napoléon. Tout ça, c'est oublié. Donc ils veulent oublier le passé qui le dérange. Ils ont un petit peu reconnu pour 40, hein, ils ont vu quand même que pendant 4 ans, c'était un peu l'horreur. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, si les Algériens poussent le bouchon, c'est pour que les Français réagissent. Et je pense réellement que la balle n'est pas dans le camp algérien. Parce que ces lois votées ou cette volonté de voter des lois, c'est une façon de bousculer un petit peu le cocotier. Moi, je pense effectivement, je vous le dis, je rejoindrai des historiens que ce ne devrait pas être au Parlement de pousser à ce qu'il y ait enfin une action française, mais que en termes politiques, ça a une symbolique forte. J'en veux pour preuve qu'en France, par exemple, récemment, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, les Français ont voté une loi au Parlement qui n'a aucun sens, ni un caractère coercitif, la loi sur l'arrêt des accords de 68. Ça ne veut rien dire, mais c'est une façon de provoquer. Je pense qu'effectivement, les Algériens le font de la même façon, parce qu'effectivement, c'est une façon de répondre à ces parlementaires français qui ont été dans l'extrême. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment regarder l'histoire en face. Si on veut que la relation s'apaise entre la France et l'Algérie, il faut à minima que les Français reconnaissent ces crimes. La problématique principale, c'est que les accords d'Évian
interdisent les poursuites. On aurait aimé un Nuremberg, ben, il n'y en a pas eu. Donc il faut au moins la reconnaissance. Sinon, c'est une façon de mépriser le peuple qui a subi ça, parce que je rappelle que dans les familles algériennes, pas une famille peut prétendre ne pas avoir connu des morts et des martyrs ou des tortures. Tout le monde a connu ça en Algérie. Donc rien que pour un respect pour un peuple, l'État français devrait dire nous regrettons ce qui s'est passé, nous condamnons la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, ce qu'avait dit Macron d'ailleurs. Est-ce que la fameuse déclaration d'ailleurs de Macron justement ne suffirait pas dans ce cas, Gamal Abina? À Alger d'ailleurs, hein, la déclaration a été faite à Alger lorsqu'il a dit que... Tout à fait. Oui, alors en aucun cas, parce que Macron à Alger est candidat. Un candidat ne représente pas la France. Macron, à la tête de l'État, c'est la France. Oui. Et c'est là qu'il devrait faire. Moi, j'aimerais le pousser à faire ça. Je vous dis, j'avais écrit à l'époque une lettre avec Sami Boubengel pour que les Français fassent cet effort de reconnaître les crimes. On a été vraiment vu d'eau. Il y a eu 3 réponses de députés marginales. Macron devrait le faire en tant que chef de l'État. Pourquoi? Parce que ça le grandirait. Parce que clairement, s'il demandait pardon officiellement à l'Algérie, eh bien, il pourrait effacer immédiatement l'extrême droite et la droite, qui pourraient que crier dans leur coin, mais ça ne changerait rien. Et il ferait comme ce qu'il a fait à Alger, crime contre l'humanité, bah, on pousse le bouchon. On dit, bon, il n'y aura pas de procès, parce que malheureusement, il y a prescription quasiment. Mais enfin, prescription, non, c'est les accords d'Évian qui interdisent les procès. Mais on peut quand même dire, la France s'est mal comportée. C'est quand même pas dur de le dire. Chirac, en 95, le dira sur le Veldiv. Il dira que les Français, c'était effectivement Vichy. Eh bien, aujourd'hui, Macron doit dire que la France coloniale, c'était une France barbare. Et on demande officiellement pardon. C'est une phrase, et une seule phrase, qui changerait le destin de ces 2 pays. Merci Gamal Abina. Mais Gamal, on va juste regarder cette petite vidéo, la première s'il vous plaît, et après je reviens. غير أنها تسجل في الوقت ذاته بعض التحفظات المتعلقة بإحكام النص ولا سيما تلك المتعلقة بمسألة التعويض والاعتذار لعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية لا بالتعويضات والاعتذار. أروح ننظف، ما قلت لكش حاجة أخرى، أروح ننظف برك الوسخ اللي خليته. ما تعطينيش دراهم، ما ندير بدراهمك. Voilà, donc là c'était le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui parlait justement de cette histoire d'indemnisation que lui-même refusait, mais il demandait juste la reconnaissance de ces crimes coloniaux. Nous sommes rejoints par Blaïd Jamel, militant politique. Blaïd, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir pour les téléspectateurs, téléspectatrices et tes invités aussi. Merci pour l'invitation. Blaïd, alors sur cette histoire de la reconnaissance justement des crimes coloniaux, l'indemnisation, il y a aussi des excuses. Le Sénat, aujourd'hui, hier, d'ailleurs, cette loi va être discutée demain surtout, on parle d'un rétropédalage. Ça veut dire que les sénateurs algériens parlent beaucoup plus de reconnaissance et non pas d'excuses et non plus d'indemnisation parce que le président de la République ne serait pas d'accord sur ces 2 points. Le président ne sera pas d'accord et pourtant ce n'est pas ce qui a été dit la dernière fois, on en a parlé d'ailleurs. J'ai donné même un avis il y a peut-être moi je pense un mois de ça, où j'ai dit que cette indemnisation c'est n'importe quoi. La reconnaissance, je dirais qu'il n'y a aucun Algérien qui serait contre cette reconnaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que le pouvoir actuel joue sur cette carte. Et il joue sur cette carte de façon depuis longtemps, et surtout ces derniers temps, depuis 2019, quand il y a eu le soulèvement populaire. Et il cherche la légitimité intérieure, c'est tout à fait normal, une légitimité intérieure. Il faut toucher le point vraiment fort, comme on dit en arabe, loub. Le peuple algérien, c'est cette reconnaissance. Personne ne sera contre cette loi. On ne peut pas dire non, même si on est opposant à ce pouvoir et tout, mais cette loi ou cette reconnaissance, personne ne sera contre, sauf que cette indemnisation, ils le savent pertinemment qu'elle n'aura pas lieu. Il n'y a aucune indemnisation, soit financière. Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Reconnaissance, si. Oui. Reconnaissance, on veut bien que la France reconnaisse, mais personnellement, ce qui me concerne moi, et ça reste mon avis, la reconnaissance, on peut demander la reconnaissance, mais on n'a pas à tenir cette reconnaissance
comme si c'est cette reconnaissance qui va faire développer l'Algérie. Parce que demander reconnaissance, c'est pas une développer chose. l'Algérie, mais peut-être sur le plan des relations avec la France, peut-être va faire bouger les choses, non? Bouger les choses, ça m'étonnerait que ça va bouger les choses. Dans quel sens? Est-ce que, par exemple, on va dire, ça va toucher peut-être aux intérêts de la France, les intérêts de la France, à part certains, bon, peut-être le blé, il y a certains trucs économiques qui ont été touchés, mais jusqu'à présent, j'ai jamais vu Total dérangé en Algérie. On n'a pas vu, par exemple, par rapport à l'immigration, est-ce qu'il y a un point, bon, dernièrement d'ailleurs, avec la venue de la représentante, je pense, européenne ou de l'immigration en Algérie, il y a quand même aussi un rétrogradage de l'État algérien par rapport à l'immigration et surtout par rapport à l'immigration qui est en France. Mais parlons des relations. Est-ce que ça va apporter un plus? Moi, c'est ce que je vois, oui. C'est ce que je regarde plus par rapport aux relations entre la France et l'Algérie. Moi, j'essaie de voir ce que ça peut apporter, de 1, au peuple algérien, de 2, à l'Algérie économiquement parlant, par exemple, le mode de vie en Algérie. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir la démocratie en Algérie? Est-ce qu'il va y avoir les demandes du peuple algérien depuis 1962 à ce jour, et notamment depuis février 2019 à ce jour? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que la vie va être encore mieux pour le peuple algérien? Parce que faire de cette demande, par exemple, de reconnaissance ou un cheval de Troie ou un cheval de bataille pour la politique extérieure algérienne, je pense que ça n'a personnellement, c'est mon avis personnel, ça n'a vraiment pas cet impact ou ce sens que donne le pouvoir algérien. Moi, je vois pourquoi déjà le timing. Moi, je vois par exemple cette reconnaissance, comment le pouvoir algérien l'a mis vraiment en valeur et l'a mis en place. C'est uniquement pour avoir une légitimité intérieure, parce qu'ils savent pertinemment que le peuple algérien, il ne pourra jamais dire non, ni par exemple rejeter ça, il ne dira que oui. Alors quelque part, ça va du côté du pouvoir algérien. Je termine juste sur un point, oui. Par rapport à cette reconnaissance, si on peut faire peut-être un petit peu marche arrière. Par rapport au crâne qui était exposé pendant des années et des années, ce n'était qu'après 2 personnes, je pense que c'était des avocats qui sont rentrés dans le musée, qui ont vu ça, qui ont commencé à chercher, qui ont mis tout en place et finalement, la couronne elle a été donnée pour Abdelmadjid Tebboune comme si c'est lui qui a tout fait. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites parce que les raisons qui ont poussé justement à cette rupture, si on ose la qualifier ainsi, de relation entre la France et l'Algérie, c'est la question du Sahara occidental, par exemple. Mais cette question n'a toujours pas été réglée. La position de la France n'a pas changé. Mais bien sûr que la position de la France, elle n'a pas changé, bien au contraire. Bon, après, c'était une lettre envoyée au roi et la position de la France, elle peut pas changer parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la France, je ne sais pas si c'est 1 milliard ou 10 milliards d'euros qu'ils ont investi au Sahara occidental dans le phosphate. La France, elle fait pas il n'y a pas de sentiment dans ces relations. C'est l'intérêt de la France, l'intérêt du peuple français qui intéresse Macron. C'est pas lui. Parce qu'il sait très très bien, dans quelques mois, en 2027, lui, il va rentrer chez lui. Il n'aura pas un 5e mandat. Il n'a même pas le droit de toucher à la Constitution pour avoir un 3e mandat. Alors, la position de la France, elle n'a pas changé par rapport au Sahara occidental. Alors que la position de l'Algérie a changé sur la question de Sensal, par exemple, a changé sur la question de cette loi
de la criminalisation du colonialisme, mais du côté français, rien ne change. Ils sont au beau fixe sur leur position. L'histoire de Amir Dized, la France n'a rien retiré. Ils sont toujours... au contraire, d'ailleurs, ce soir, il y a un reportage à la télévision française. Qu'on le veuille ou pas, il y a une très très grande différence entre le système, comment il fonctionne en France et en Algérie. Il y a la séparation des pouvoirs en France, chose qu'il n'y a pas en Algérie. Il y a la justice indépendante en France, même si peut-être des fois, on a vu ces derniers temps certains dépassements, notamment par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza, en Palestine. Ça, on le sait, mais globalement parlant, ici en France, on ne peut pas comparer quand même le système politique en France ou les institutions en France, comment elles fonctionnent, et les institutions en Algérie, comment elles fonctionnent. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir, sur certains points, de changement de position ou ici en France, mais contrairement en Algérie, ça peut pas se faire. C'est pas la même chose. Hein. On peut pas comparer l'incomparable. Voilà, tout simplement. Merci Blaïd. Regardons cette petite vidéo. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement, après 18 mois de cessation pratiquement complète de cette coopération migratoire, il faut qu'avec les Algériens, ça ne peut se faire qu'avec eux, par le dialogue. Il n'y a que comme ça que nous parviendrons effectivement à remettre des procédures qui nous permettent, en effet, c'est la priorité du gouvernement français, c'est la priorité du président, c'est la priorité du ministre de l'Intérieur, de reprendre ce flux de réadmission. Et les autorités françaises ont d'ailleurs qualifié ce projet de loi comme étant une forme d'hostilité à l'égard de la France. Et donc, le double obstacle que représente aujourd'hui le maintien en détention de Christophe Glaise et ce projet de loi sur la criminalisation de la colonisation, ces deux événements rendent aujourd'hui plus compliqué cette volonté de retrouver un chemin d'apaisement avec l'Algérie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Algériens, en quelque sorte, délivrent et prennent les premières mesures qui permettent effectivement de marquer la reprise de cette coopération consulaire. Gamel Abina, revenons un peu donc à cette nouveauté, j'allais dire, c'est que ce rétropédalage du Sénat. Donc on ne demande plus des excuses, on n'exige plus d'excuses à la France et plus d'indemnisation, restant sur la reconnaissance, comme l'a bien voulu le président Tebboune. Non, il demande toujours des excuses. C'est pas parce qu'il n'en peut parler qu'il les demande pas. Si, en reconnaissance, c'est présentation d'excuses, c'est le minimum syndical. J'ai entendu plusieurs choses. On parle du Sahara occidental, on parle des relations difficiles. Je rappelle que le Sahara occidental, ça se passait mal avec l'Espagne, ça se passe bien aujourd'hui. Donc ils ont reconnu le Sahara, c'était contre le droit international, mais finalement, l'Algérie s'est rabibochée avec l'Espagne pour des questions de relations internationales bien senties qu'on comprend. La problématique de la France est multidimensionnelle. Il n'y a pas seulement la question de la proximité avec le Maroc. Il y a aussi effectivement le fait que l'histoire ne passe pas. Et c'est pas une question Alors moi, je parle de gouvernement, je ne parle pas de régime parce que c'est un gouvernement, l'Algérie. Le gouvernement a une position qui est noble là-dessus. Il faut quand même être sérieux. Les Algériens, tous, dans leur immense majorité, n'acceptent pas qu'on nie l'histoire. C'est de la négation, c'est du négationnisme. Ils n'acceptent pas qu'on crache sur le pays. Ils n'acceptent pas qu'on passe son temps à invectiver l'Algérie, surtout depuis Rotaillot, c'était le festival, pendant 1 an. C'était une obsession. Ils n'acceptent pas de voir que des gens expliquent que la France a été formidable dans un pays qu'elle a détruit, réduit en cendres et qu'elle prétend avoir construit. Rappelons quand même que le peu de constructions qui ont été faites en Algérie ont été faites par les Algériens, sous la domination française, mais c'est les travailleurs algériens qui travaillaient, c'est les travailleurs algériens qui faisaient les campagnes. Voilà, donc il faut être un peu sérieux. Et puis surtout, on a parlé de beaucoup de choses. L'hostilité, ça me fait rigoler, parce que un geste hostile, parce que le gouvernement algérien demande le minimum, je parle bien du minimum syndical. Hein. On est très loin de Gaulle avec Helmut Kohl qui se sont serré la main parce que l'Allemagne est condamnée, parce qu'elle reconnaît ses crimes, parce qu'il y a Nuremberg, parce qu'il y a des réparations. Rappelons que l'Allemagne a fait des réparations après la Seconde Guerre mondiale aussi. Et bien pour autant, ils se rabibochent parce que les Allemands reconnaissent qu'ils ont failli, qu'ils ont été mauvais, qu'ils ont été agressifs. Là, manifestement, il ne faut jamais dire rien sur la France, c'est un pays merveilleux. Il n'y a pas de critique à formuler. Le monde entier reconnaît, même l'Allemagne, on l'a vu par rapport au RRO, l'Angleterre, la Libye et puis l'Italie. L'Italie a dit on reconnaît nos crimes, on va investir en Libye pour réparer. Le monde entier le fait, sauf la France. Donc c'est une arrogance toute naturelle qui est très connue, hein, c'est pas nouveau. Les Français ont toujours eu beaucoup d'arrogance parce qu'ils ont fait la Révolution française. Mais cette arrogance n'a pas lieu d'être dans un pays, dans une relation entre deux États. Ensuite, on a parlé du fait que le phosphate intéresse les Français, effectivement, au Sahara occidental. Évidemment. Sauf que les Français ont plus à perdre avec l'Algérie qu'avec le Maroc. À part l'extraction du phosphate, au Maroc, il n'y a pas grand-chose. Je rappelle qu'il y a aussi du phosphate en Algérie. Sauf que
les Français ont été évincés de beaucoup de marchés, et pas seulement le blé. Rappelons que Bouygues était le grand maître à penser dans les années 80, il a été liquidé, il n'est plus en Algérie. Rappelons que la production industrielle française en Algérie est marginale aujourd'hui. On n'importe plus de produits manufacturés, parce qu'on passe par l'Allemagne, l'Italie, puis parce qu'on produit soi-même. Rappelons que tout ce qui concerne la production agricole en Algérie qui a explosé permet d'autoriser à espérer effectivement que le pays soit autosuffisant. Il y a des avancées sur le plan économique qui dérangent un pays qui vendait beaucoup de produits à l'Algérie. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Moi, je pense réellement que ces lois-là, qui sont là pour bousculer le cocotier, je le dis, ce pas des lois qui sont coercitives. On sait très bien que même si on fait une loi, ça ne changera rien à la relation entre les deux États. In fine, c'est les chefs d'État qui font cette relation. Je parlais tout à l'heure de Gaulle avec Kohl, excusez-moi, Mitterrand avec Kohl quand il se serre la main dans la symbolique de se rapprocher entre la France et l'Allemagne. C'est précisément parce que deux chefs d'État ont le courage de cela. Et aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que M. Macron, qui était bien parti au démarrage, je le rappelle, M. Macron qui a fait des petits gestes symboliques, ne peut pas dépasser cette difficulté à faire face à son droite extrême et son extrême droite. C'est ça la problématique. La problématique n'est pas algérienne. Et quand on dit que les dirigeants algériens en profitent, non, ils n'en profitent pas. Toute l'Algérie a subi le martyre de la colonisation. Toute l'Algérie est d'accord avec ça. Vous allez même pendant le Hirak, les gens sortaient les figures des grands militants et des martyrs algériens. Cette question ne peut pas passer sans être réparée sur un plan moral, je parle. Financièrement, la France est ruinée, donc on ne va pas lui demander de l'argent. Ouais, mais c'est ce que. Moral, oui. Oui, Gamal Abena, c'est ce que Belaïd disait, c'est que tous les Algériens sont d'accord sur cette loi pour la reconnaissance. Mais ce rétropédalage, on n'a pas trop compris. Vous ne voulez pas peut-être l'admettre, mais c'est une réalité. Regardons cette vidéo, ça vient direct du Sénat, Gamal. غير أنها تسجل في الوقت ذاته بعض التحفظات المتعلقة بإحكام النص ولا سيما تلك المتعلقة بمسألة التعويض والاعتذار لعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية لا بالتعويضات والاعتذار. اروح ننظف، ما قلت لكش حاجه اخرى، اروح ننظف برك الوسخ اللي خليته. ما تعطينيش دراهم، ما ندير بدراهمك. Gamal, voilà. Donc, dans la vidéo du Sénat, c'est que le sénateur dit directement que, voilà, selon les orientations du président de la République, on laisse tomber les excuses et les indemnisations. Abdelrahman, on est d'accord. Ce qui se passe, il faut être très clair sur un principe politique. Là, on va parler politique pure et dure. Le Sénat, le système algérien en termes de structuration politique, malheureusement, parce que la colonisation est passée par là, a un petit peu, c'est beaucoup inspiré du système français, parce qu'on n'avait pas assez de cadres pour réinventer. C'est des questions évidentes d'histoire. Et donc, il y a une forme de similarité entre les deux parlements. Donc, ce qu'on appelle la chambre haute et la chambre basse. La chambre basse, c'est des députés qui discutent, qui viennent du peuple. Le Sénat, c'est la chambre qu'on appelle la chambre haute, la chambre des sages. Ceux qui réfléchissent et qui en seconde lecture vont retoquer, améliorer, comme en France, et faire en sorte que le texte soit valable. Là, la chambre basse, effectivement, s'est exprimée avec beaucoup d'émotion, on le sait, parce que c'est normal, cette question génère de l'émotion. Et après, le Sénat rappelle que le président, je rappelle que c'était avant, avait dit qu'on ne réclame pas l'argent à la France, mais reconnaissance, excuse et nettoyage du désert par rapport aux essais nucléaires à Reagan. Donc il faut être très clair. Lorsque le Sénat dit non, c'est pas possible au Parlement, comme en France, en seconde lecture, on revoit la copie. Et ce n'est pas choquant, parce que souvent il y a des textes qui sont proposés, qui sont amendés, qui sont améliorés, qui sont retoqués. Moi, ça ne me choque pas. Je vois pas en quoi vous pouvez parler de rétropédalage. Il n'y a aucun rétropédalage. Parce qu'en ce moment, je vais vous dire pourquoi, Gamal Abena, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en ce moment, en Algérie, depuis 2 semaines, le Sénat, c'est le Sénat qui est en train de faire l'opposition au Parlement. Bien sûr, le Sénat, parce que, vous savez comment ça marche, c'est la présidence, etc. C'est l'État profond, etc., qui fait passer des... On ne sait pas comment ça se passe. Mais il y a un problème avec la loi, avec le projet de loi sur le code de la route. Il est bloqué au Sénat. Il y a le projet de loi sur les partis politiques. Il est bloqué au Sénat. Et là, aujourd'hui, on apprend justement que le projet de loi sur la colonisation va être bloqué. Retoqué. Il faut être très précis sur les termes. Non, il n'y a pas de téléphone pour dire au Sénat, faites ceci, cela. C'est pas vrai. Les sénateurs réfléchissent avec on se pose la question. Les Algériens se posent la question par rapport au rôle du Sénat en ce moment.
Comme en France, le Sénat, c'est des gens, j'ai eu récemment un débat avec un sénateur, hein, Spinner, le Sénat, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans le recul, dans la pause, dans la réflexion. Le Sénat alors, se rappelle que le président a fait un discours qui allait dans une direction qui était cohérente, parce que les Français, de toute façon, n'ont pas les moyens de payer, donc il faut être très cohérent. Et à côté de ça, le Parlement fait un texte très rapide, très fort, on voit bien la charge émotionnelle, on remonte au Sénat, c'est plus calme. Mais il faut bien comprendre que même en France, en 2005, quand ils font leur loi unique, eh bien cette loi est bloquée au niveau parlementaire, mais elle aurait été bloquée au niveau sénatorial, et pire des cas, aurait été bloquée au niveau constitutionnel s'il avait besoin. Il faut bien comprendre qu'il y a des verrous de sécurité comme ça qui sont normaux. Moi, ça ne me choque pas, mais c'est pas un rétropédalage. On fait une proposition, on la prend pas, on l'améliore. Donc c'est comme en France. Donc je peux pas dire, on va pas dire ils ont été bloqués par ceci, cela, puisque les parlementaires savaient que le président avait dit pas de réclamation financière. Le président l'a réaffirmé et il a eu raison. Ce n'est pas le sujet, on n'est pas des mendiants. Si on veut demander une réparation financière, il faudrait que la France rembourse les 5 milliards d'or qu'elle a volé à l'Alger. Il faudrait qu'elle rembourse le blé qu'elle n'a pas payé. Il faudrait qu'elle rembourse les massacres sur les millions de personnes. On n'en sortirait jamais. Donc l'Algérie a une position de principe noble et je le maintiens. Elle dit on n'a pas besoin de votre argent, on n'est pas des mendiants, on est plus riches que vous en plus. Mais par contre, on réclame et on exige, et je l'exige aussi d'ailleurs, que les Français reconnaissent leurs crimes et demandent pardon. De Villepin, je lui ai parlé à Alger dans une conférence à la fac d'Alger où je l'ai interpellé là-dessus. Il était un peu bousculé, je ne vous le cache pas. Il a fini par dire 3 ou 4 mois plus tard dans la presse française, oui, on doit demander pardon. Royal, qui ne se prononçait pas à l'origine, a dit on doit présenter des excuses. Oui. Donc ça veut dire que les lignes bougent au niveau français. Au niveau algérien, on est constant. Hein. C'est toujours le discours depuis 65 ans, 4 ans maintenant. Blaid Jamel, regardons cette petite vidéo, je reviens. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Donc là, c'était Macron, mais c'est Macron candidat. Qu'est-ce qui empêche Macron président de tenir ses propos? Les Algériens se posent la question aussi au même temps. Ben oui, là c'était candidat déjà au premier mandat. Sauf que je voudrais rebondir sur quelques points. Parce pourquoi il ne tient pas ses propos aujourd'hui? Tu sais, étant candidat, ça on le connaît, il n'est pas le premier, oui. même sur des par exemple, des décisions, enfin pas des décisions, par exemple des promesses qui ont été faites autant que candidat ici en France pour le peuple français, une fois président de la République, elles sont pas tenues, ça c'est connu. Même Sarkozy, même tous les présidents, c'est pas évident. Une fois président, il y a les partis politiques, il y a la gauche, il y a la droite, il peut pas faire ce qu'il veut. Des fois il n'a pas la majorité, même s'il a la majorité, des fois il y a des circonstances politiques, soit nationales ou internationales, qui bloquent certaines choses. Ça on le sait. On l'a vu quand il est parti en Algérie. Bon, il a dit ces mots-là. Après, il les a pas tenus. On a vu quand il a félicité Tebboune quand il a eu le premier mandat, sachant que les élections, c'est très très bien comment elles se sont déroulées. Avec Alger Centre qui était plein une contestation contre les élections du 12-12, des jeunes Algériens qui étaient bornés. Malgré ça, avec la démocratie que dit la France, on a vu le Drian qui a félicité Tebboune. Après, c'était Macron. Et quelques mois après, il a traité le système algérien de militaro-politique et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça, affaibli par le Hirak. Voilà, affaibli par le Hirak et tout ce qui s'ensuit, ça on le sait. Mais je reviens juste par rapport à l'Algérie, par rapport à ce rétro-pédalage dont alors pour vous, c'est oui, mais bien sûr, on l'a dit. Moi, de toute façon, je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait une émission, je t'ai dit qu'il n'y aura pas cette indemnisation. Ils l'ont demandé, je ne sais pas pourquoi ils l'ont demandé d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'argent? Mais ce que je dis moi aujourd'hui, et je vais être vraiment clair parce qu'apparemment, il y a... Est-ce que cette loi, Blaid, excusez-moi, que cette loi se terminera dans... Bien sûr qu'elle va se terminer dans un tiroir, ça c'est sûr. Il ne va pas y avoir... Macron, il va partir dans quelques mois, en 2027, comme lui a dit son ami Trump. De toute façon, il va partir, il va prendre tout... il ne va rien rester de lui. Oui, mais du côté algérien aussi.
Eh ben oui, mais attends, je termine. Par rapport à cette loi, par exemple, à la reconnaissance de la France, je le dis et je le redis, je suis un Algérien et cette reconnaissance, moi-même, j'ai mon oncle qui a été tué pendant la Révolution et toute famille algérienne, chacun a quand même soit mort, soit blessé, soit dans la guerre de libération. Ça, on ne le nie pas, on est des Algériens à part entière, malgré qu'on vit en France. Cette reconnaissance, on la veut, on la demande, mais que je veux dire... Même nos chèvres sont martyrs. Exactement, ce que je veux dire, c'est que, et je maintiens ça, je le dis et je l'assume, c'est que le pouvoir algérien, ce système-là qui gouverne en Algérie, c'est qu'il profite de ces situations, il utilise ces trucs-là, par exemple, qui sont très chers au peuple algérien, qui sont très très chers à nos yeux, pour essayer de gagner la légitimité populaire intérieure. Je le dis, je l'assume, je suis devant les Algériens et je l'assume. Sauf que ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que la demander, est-ce que ça va changer quelque chose au peuple algérien? Est-ce que ça va changer quelque chose en Algérie? Si c'est le deuxième mandat de Tebboune, la situation, elle est catastrophique en Algérie. La situation, elle est catastrophique en Algérie. Les jeunes n'arrêtent pas de prendre les embarcations de la mort. Vers qui? Vers le colonisateur, l'ancien colonisateur. C'est ça le problème aujourd'hui. On voit nos jeunes ici, il y a des milliers et des milliers d'Algériens dans des centres ici en France, que l'Algérie, elle ne veut pas jusqu'à maintenant. Ils leur demandent, derrière, regarde bien qu'est-ce qu'ils ont, la loi, comment elle est faite. C'est qu'on pardonne à nos jeunes Algériens qui sont à l'étranger. Mais c'est de la folie. Leur pardonner quoi? Leur pardonner parce qu'ils veulent trouver un univers encore meilleur que leur pays, parce que ce que leur pays n'a pas pu leur donner, alors qu'on a un pays très riche, alors qu'on a toutes les richesses du monde, alors que les gens rêvent, mais vraiment rêvent de vivre en Algérie parce qu'il y a tout. Un pays à 4 saisons, avec un sous-sol riche qui se retrouve à prendre une embarcation de la mort pour certains et de fortune pour d'autres. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, et que je pose moi aussi, que beaucoup d'Algériens posent, c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? Qu'est-ce que le pouvoir algérien depuis 62? Pourquoi je dis système? Parce que c'est pas le problème, c'est pas Tebboune. Le problème, c'est pas Chinguiréha autant que personne. Le problème, c'est que c'est un système qui a été mis en place depuis 62 au jour d'aujourd'hui, qui ne veut pas changer, qui exclut tous les jeunes, qui exclut nos jeunes, nos élites. Ils excluent tout le monde. C'est ça le problème. Ça tourne autour de certaines personnes. Un système militaire qui ne veut pas changer. C'est ça le problème de l'Algérie aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on a fait dans notre indépendance. Quand j'entends moi la gauche, plutôt la droite française, je viens d'entendre Rotaillot, moi ça me fait très très mal et ça me tue quand j'entends ce qu'il dit de l'Algérie. Soit ce qu'il dit de l'Algérie, autant que peuple, autant que État, autant que terre, autant que même pouvoir algérien. Malgré que je suis opposant à ce système, pardon, je termine juste sur ça et je te réponds, c'est que même je suis opposant au régime algérien qui est en place. Mais quand j'entends la droite française ou les racistes là en France dire du mal du régime algérien, ça me fait très très mal. Parce que je suis algérien, ils sont des Algériens. Voilà. Et pourtant, ils disent presque ce que vous dites, Belaïd. C'est la réalité. Mais Rotaillot, la droite, l'extrême droite, ils sont en train de dire justement chaque jour que pourquoi l'Algérie n'a rien fait à ces jeunes, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. Pourquoi ils prennent l'embarcation? Ils le disent. Vous avez eu votre indépendance. Et qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Vous voyez, Gamel Abina, une réponse peut-être? Bien sûr, je rigole de cette remarque. Donc, je tiens à rappeler quand même quelques éléments historiques intéressants. La France s'est chassée de l'Algérie après avoir rasé le territoire en 62. On avait 2000 universitaires et 15% de gens qui savaient à peine lire et écrire. Voilà ce qu'était la France coloniale. Donc, aller construire une nation sans cerveau, c'est compliqué. La France passe des accords avec les Algériens pour avoir les travailleurs algériens. La France, elle quitte l'Algérie en interdisant, je le rappelle quand même, parce qu'on a tendance à oublier ce passage-là, en interdisant de récupérer ses propres richesses. Je parle du pétrole et du gaz, qui sont exploités jusqu'en 71 par la France. On a perdu 10 ans
à cause de la France. Nationalisation du pétrole, enfin l'Algérie a ses richesses et peut commencer à lancer l'économie et ça commence à marcher. On parle d'un dragon africain en 70 avec Boumedienne. Puis ensuite, la gabegie qui commence à s'installer parce qu'il y a toujours des gens pour en profiter. La guerre civile qui dure 10 ans, ça a fait reculer le pays. 30 milliards de pertes dans les entreprises qui sont détruites et les usines. Puis la reconstruction à partir des années 2000 sous Boutef. Et pendant 20 ans, l'Algérie restructure, fait des ports, aéroports, arrive à 100% d'alphabétisation, ce que la France n'a pas donné. Qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Elle a construit des ports, des aéroports, des routes, des autoroutes qui n'existaient pas. Elle a modernisé le territoire. Elle a fait en sorte qu'on ait 114 universités en Algérie, le taux le plus élevé d'Afrique, je le rappelle, vérifié par vous-même. Tous les chiffres que je donne sont vérifiables. Des milliers de kilomètres d'autoroutes construites, des ponts, des autoroutes, des aéroports, des ouvrages d'art, bref, j'en passe et des meilleurs. Surtout le dessalement de mer, des barrages immenses, c'est ça qu'a fait l'Algérie. Les Français de Rotaillot, qui sont des menteurs pathologiques, disent le contraire parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Algérie. C'est le dogmatisme de l'homme qui est raciste, on le sait, et qui va salir le pays. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont par l'Algérie comme dans tous les pays du monde, je le rappelle, mais les avancées sont phénoménales à telle enseigne que quand j'y retourne, et d'ailleurs j'y retourne bientôt, je suis fasciné par le fait que quand on va à un centre commercial algérien, je le répète devant tout le monde, 95% des produits sont algériens. Tahia al-Jazair, quelle réussite! Parce qu'il y a une politique qui a changé aujourd'hui. L'Algérie doit réussir, on doit l'accompagner. On ne doit pas utiliser le vocabulaire des ennemis de l'Algérie, le régime, la junte militaire, toutes ces imbécilités, c'est des mensonges. On doit utiliser un vocabulaire nationaliste algérien. On doit dire quoi? Que l'Algérie travaille et que les Algériens doivent travailler. Il y a toujours des difficultés comme dans tous les pays du monde, mais il faut être très très honnête là-dessus. Quand Rotaillot parle, il parle comme un ignorant. J'ai un exemple très concret. Moi, mais Gamal Abina, j'entends très bien ce que vous dites. Très Gamal. important, très important. Oui. Je marche beaucoup dans les rues d'Alger. Je suis au milieu du Chab. Je vais à pied. Je vais dans les taxis. Je vais dans les trains. Je vais dans les bus. Eh bien, qu'est-ce que je dis aux Algériens? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en France? Rotaillot a osé dire que le peuple algérien l'aime. Pas du tout. Il le déteste. C'est ça la réalité. Sauf que lui, il nous vend du rêve en faisant croire qu'il n'a rien contre le peuple et qu'il a quelque chose contre les dirigeants. En attendant, les sanctions qu'il a prises, c'était contre le peuple. Les visas, c'est contre le peuple. L'interdiction des étudiants, c'est contre le peuple. Les sanctions économiques voulues, c'est contre le peuple. Alors, je suis désolé, je veux bien tout entendre, mais Rotaillot est un menteur et la droite est une droite manipulatrice, rageuse, revancharde, qui ne peut pas s'empêcher de montrer qu'elle a une nostalgie de l'empire colonial africain perdu grâce à l'Algérie. Dieu merci. Gamal Abina, très bien, mais vous ne pensez pas que ce rétro-pédalage justement dans toutes ces questions, Gamal Abina, ne risque-t-il pas d'affaiblir l'Algérie dans sa position vis-à-vis justement de la France, surtout qu'on sait tous qu'en ce moment il y a des négociations, il y a des conventions, etc., il y a des négociations secrètes. Je suis obligé de revenir à nouveau, c'est pas un rétropédalage, je maintiens, parce que mes positions sont claires, c'est une discussion et un retocage, comme ça se fait dans tous les parlements du monde, chambre basse, chambre haute. Je répète à nouveau, on propose un texte, on l'améliore, on l'amende, on l'écarte, c'est comme ça que ça se passe. 2005, un texte était proposé unique, il a été écarté. Rétropédalage? Non. C'est des discussions logiques de gens qui réfléchissent et je suis content que le Sénat ait ramené un petit peu de raison par rapport à ce fameux texte. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est quoi? C'est qu'on a effectivement des relations tendues, qui ont toujours été tendues d'ailleurs. Le baratin de dire que ça allait bien, ça n'a jamais été bien, parce que la problématique de reconnaissance des crimes n'a jamais été faite. Eh bien, ces relations tendues peuvent se détendre le jour où la France, et j'espère que Macron aura ce courage, présentera des excuses officielles. On ne demande pas au peuple français de le faire, il n'est pas concerné. On dit à l'État, d'État à État, soyez un peu digne. Parce que quelle infamie que de réfuter le fait qu'il y ait eu une barbarie coloniale en Algérie. Quelle infamie le fait de réfuter qu'il y ait eu des millions de morts. Quelle infamie le fait de réfuter qu'on a violé des milliers de femmes, armes de guerre, qu'on a brûlé des centaines de villages, 600 personnes par semaine tuées, selon les chiffres des historiens français. Je ne parle pas du million de martyrs, martyrs. Les Français disent qu'il y a eu 300 000 morts. Ça fait un rythme de 600 personnes par semaine. Je suis désolé de vous le dire, c'est intolérable de laisser effectivement cette France orgueilleuse ne pas présenter d'excuses à l'Algérie. C'est le minimum qu'on puisse faire pour un pays civilisé. Merci Gamal. Regardons ce député, président de parti, M. Bouteflika. الدولة الوطنية التي حلم بأجلها الشهداء أو لأجلها الشهداء والمجاهدين. الشهداء لما ماتوا في أول نوفمبر 54 لما داروا بين أول نوفمبر ومع ذلك كنا راح يموتوا. ولكن خلاوا شعارات وخلاوا أفكار خالدة إلى اليوم وخلاوا أمانة توصيات في أعناقنا كما يقول الشهيد بطل ديدوش مراد. بلايت
Pourquoi c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit justement discuter, débattre autour de ces questions? c'est- Pourquoi on n'ouvre pas le débat à toutes les mouvements, toutes les personnes en Algérie? Très bien, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question parce que là, on a des personnes qui font du populisme, qui croient qu'ils connaissent, c'est eux, ils sont plus algériens que tous les Algériens. Je rappelle juste une chose par rapport à tout ce qui a été fait en Algérie depuis 62 à ce jour, c'est qu'on a 64 ans depuis l'indépendance à ce jour. Il y avait quand même des infrastructures je dis bien que la France a laissé, comme certains hôpitaux et tout, qu'on trouve aujourd'hui, et pourtant ils étaient équipés avec des blocs opératoires. Donc je dis, dans ma région de Ain Hammam, c'est un hôpital avec un bloc opératoire depuis 62 à ce jour. Il est à ce jour, c'est qu'aujourd'hui on voit ces hôpitaux vraiment dans des situations vraiment pourries. Mais quand je dis pourri, c'est pourri. Des rendez-vous pour des chimiothérapies, des personnes qui meurent avant le rendez-vous. Le problème, ce n'est pas de construire juste des bâtiments ou de faire des routes. Je rappelle aussi que moi, je suis en France depuis 2017. J'ai vécu en Algérie, j'ai fait du commerce en Algérie. Alors, j'en ai vu de toutes les couleurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a des familles en Algérie. Rien qu'il y a cette semaine, j'ai des amis qui sont venus, ils n'ont rien à voir avec la politique, mais vraiment rien à voir avec la politique, qui disent mais vraiment, comment les gens arrivent à vivre en Algérie aujourd'hui, avec la cherté de la vie. C'est vrai qu'il y a des problèmes un peu partout, mais quand on voit l'Algérie, un pays aussi riche, aussi vaste et très très riche dans le sous-sol algérien, il est riche. Il y a tous les minéraux. Il n'y a pas que le pétrole et le gaz, il y a de l'or, il y a le fer, il y a tout. Et avec une population quand même aussi pauvre, je trouve que c'est malheureux. Je rajoute, il y a un petit détail parce que c'est très très important. Quand j'entends aussi les routes, les ceci, les cela, mais on oublie une chose, on oublie son track 1, on oublie son track 2, on oublie Khalifa, on oublie quand même plein de scandales Il faut avancer dans le temps. Oui, aux milliards de dollars où l'argent des Algériens sont ici en France, sont aux États-Unis, sont en Suisse. Et c'est ce qui a fait, je pense, que la situation s'empire de plus en plus. Vive l'Algérie, mais l'Algérie du peuple. Justement, l'Algérie du peuple. Certains de ce peuple, justement, sur les réseaux sociaux surtout, pensent que toutes ces lois-là qui sont en train d'être discutées en ce moment, c'est pour détourner un peu l'opinion publique des sujets. Bien sûr. Mais c'est ce que j'ai commencé avec ça. Mais comme quel sujet, en vrai? Détourner de quoi? Regarde. Le détourner de quoi? Regarde, on va faire une petite... Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Une petite analyse. Depuis février à ce jour, le peuple s'est soulevé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé une dignité nationale. Il a demandé à ce qu'il vit dans son pays. Il ne va pas prendre des embarcations de la mort. Il veut que la justice soit indépendante. La reconnaissance de la colonisation, c'est de la dignité aussi. Oui, la reconnaissance de la dignité de la colonisation. Bien sûr que c'est la dignité, c'est le vœu de tous les Algériens. Oui. Mais avant cette reconnaissance, je veux que mon pays soit libre à l'intérieur qu'il soit libre. Il y aura pas, je ne vis pas sous une dictature. On ne dit pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de dictature en Algérie, ce n'est pas vrai. On voit comment ils sont en train de prendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 200 détenus d'opinion dans les prisons qui ont été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis dans le Hirak. Et ce Hirak, dont le président, l'actuel chef de l'État, dit que c'est le Hirak qui m'a mis en place. Si le Hirak t'a mis en place, pourquoi tu mets les jeunes en prison? Et des milliers d'Algériens vivant à l'étranger qui ont peur justement de rentrer en Algérie. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, je ne vais pas citer son nom, par respect à lui. Le jeune là de Barbès, dont on a dit qu'il est rentré en Algérie, il a fait une vidéo, il a dit « Je suis à Paris et je ne rentrerai jamais en Algérie ». Il y a plein de jeunes Algériens qui disent « On ne rentre pas parce qu'ils n'ont pas confiance en ce système qui est en place ». Gamel Abina, un dernier mot peut-être? Et juste une petite statistique, parce que j'aime bien rigoler de ça. Les Français quittent l'Algérie, 3 grands hôpitaux, 20 petits hôpitaux. Voilà, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, 300 hôpitaux qui doivent s'améliorer, évidemment, parce qu'on a du construit, du bâti, que beaucoup de pays nous envient. Je rappelle le chiffre le plus important, 114 universités. Est-ce qu'on peut le contester, ce chiffre?
100% d'alphabétisation. Est-ce qu'on peut le contester? Il y a des choses à améliorer, comme tout pays. Il y a des réalités, effectivement, économiques. C'est un pays qui est en pleine croissance. Je rappelle que la croissance est à 4 points depuis 3 ans. Donc, chapeau. Et j'aimerais vraiment inviter tous les gens à faire un tour en Algérie pour voir le changement qu'on peut palper en termes de production nationale, parce que l'Algérie a commencé à diversifier sa production nationale et ça fonctionne. On commence à se diversifier à l'étranger et c'est un pays qui est très prometteur. Et je pense que le président algérien, qui effectivement est arrivé à la faveur du Hirak à la suite Merci. de l'indignité de présenter un tableau, ce président avait en 2017 eu un discours très intéressant qui était solide et il est en train de l'appliquer. Donc moi, j'ai envie de dire, laissons le changement se faire progressivement parce qu'il faut du temps pour un pays immense comme celui-ci. Arrêtons à chaque fois de répéter les imbécilités que les Français veulent dire de l'Algérie. Il faut y aller, il faut regarder, faut prendre son courage à deux mains. C'est dur, dans tous les pays du Sud, c'est dur, mais le pays progresse et moi je suis persuadé qu'on est en plein décollage économique. On est en train de le Merci. voir au niveau des chiffres. Merci Gamal Abina. Dernier mot rapidement, 30 secondes. 30 Rapidement, secondes. moi je pense que c'est vrai que la droite française, enfin, l'acharnement, d'ailleurs même nous on est contre ça, mais je pense qu'il faut arrêter les imbécilités, mais vraiment les imbécilités du système algérien, les répéter tout le temps. Le peuple algérien aujourd'hui, il sait très bien ce qu'il en est et c'est lui qui en souffre. Merci Blaïd. La prochaine fois, j'espère que Gamal Abina sera ici avec nous sur le plateau. Merci Gamal, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.